Un jeune couple a disparu immédiatement après leur mariage en 1945, comme s'ils s'étaient simplement évanouis dans les airs avec leur toute nouvelle voiture. Mais 12 ans plus tard, des étudiants universitaires, en analysant d'anciennes images satellites, repèrent quelque chose de choquant dans les Everglades, une découverte qui conduirait les enquêteurs vers une révélation troublante que personne n'avait anticipée. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers le parking du Walmart à Homestead, en Floride. Linda Caro poussait son chariot dans le rayon des produits frais, sélectionnant méthodiquement des tomates et examinant des laitues. À 56 ans, elle avait développé une routine qui l'aidait à combler les vides dans sa vie, des vides qui s'étaient élargis depuis ce jour d'été 1945 où sa fille unique avait disparu. La sonnerie stridente de son téléphone portable, encore une nouveauté en 1997, qu'elle avait gagnée à une loterie du supermarché, l'attira de ses pensées. Elle fouilla dans son sac, manquant de faire tomber un sac d'oranges dans le processus. « Allô, Madame Caro, c'est le détective Jason Pram du département de police de Homestead. J'ai besoin de savoir où vous vous trouvez actuellement. » Le cœur de Linda fit un bond. En 12 ans, elle avait reçu d'innombrables appels qui n'avaient mené nulle part. Mais quelque chose dans le ton du détective lui fit serrer le téléphone plus fort. « Je suis au Walmart, en train de faire mes courses. Pourquoi? Que s'est-il passé? » « Madame Caro, nous avons besoin que vous veniez au parc national des Everglades. Quelque chose en rapport avec votre fille Melissa et son mari Brandon vient de refaire surface. » Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Le téléphone faillit glisser de ses doigts, soudain engourdis. « Qu'est-ce que vous avez trouvé? » « Nous avons récupéré la Ford Thunderbird dans les Everglades. Nous avons besoin de vous pour l'identification. Nous avons également contacté la famille Whitmore. Pouvez-vous nous rejoindre sur le parking du parc, via Main Park Road? » La voiture, après tout ce temps. La voix de Linda se brisa. « Je serai là dans 20 minutes. » Sans hésiter, elle abandonna son chariot, à moitié rempli, au milieu de l'allée. D'autres clients la regardèrent alors qu'elle se précipitait, mais Linda le remarqua à peine. Son esprit s'emballait tandis qu'elle se hâtait vers sa vieille Honda Civic. Les 20 minutes de trajet jusqu'au parc national des Everglades lui parurent à la fois interminables et trop courtes. Alors qu'elle empruntait Main Park Road, les souvenirs affluèrent mais se m'affuvèrent, des souvenirs qu'elle avait tenté de réconcilier au fil des ans. La police avait conclu que Melissa avait quitté la ville volontairement avec Brandon après leur mariage. C'était la seule explication raisonnable qu'il pouvait offrir à une mère en deuil. Linda n'y avait jamais vraiment cru. Sa fille ne l'aurait pas abandonnée, pas après tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. Melissa savait ce que signifiait être élevée par une mère célibataire, connaissait les sacrifices que Linda avait faits. Mais 12 ans de silence avaient même usé son espoir obstiné. Elle avait commencé à faire une paix fragile avec l'idée que, peut-être, sa fille avait choisi une nouvelle vie plutôt que leur ancienne. Maintenant, avec cette découverte, cette paix soigneusement construite s'effritait comme du sable mouillé. Le spectacle qui l'accueillit au parc lui coupa le souffle. De nombreux véhicules de police encombrèrent le parking, leurs gyrophares créant un kaléidoscope de rouge et de bleu dans le ciel matinal. Des véhicules des autorités de secours ajoutaient au chaos contrôlé. Les gardes forestiers dirigeaient la circulation, tandis que les officiers délimitaient des sections avec du ruban jaune. Linda se gara à la hâte et sortit sur des jambes mal assurées. Une foule s'était rassemblée. Employés du parc, touristes curieux, officiels en uniforme d'hiver. Mais son regard fut attiré par la remorque à plateau au centre de tout cela. Elle était là, la Ford Thunderbird jaune, des filets d'eau boueux, s'écoulant encore de son châssis.
Les algues et la boue recouvraient sa surface autrefois immaculée, et les vitres étaient opaques de sédiments. Mais, même après 12 ans d'immersion, elle l'a reconnu. Gregory Whitmore avait fait toute une mise en scène en l'offrant à Brandon pour leur mariage, insistant pour des photos avec le couple heureux à côté. « Madame Caro », dit le détective Pram en s'approchant, son visage buriné grave. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé d'après sa voix au téléphone, peut-être au début de la quarantaine, avec cette fatigue dans le regard qui vient d'avoir vu trop de misère humaine. « Détective », elle ne pouvait détacher ses yeux de la voiture. « Comment l'avez-vous trouvé? Après tout ce temps, permettez-moi de vous présenter des personnes qui peuvent mieux l'expliquer que moi. » Il la conduisit vers un groupe de jeunes gens. Josan en t-shirt de l'université de Miami. Il semblait à peine plus âgé que Melissa lorsqu'elle avait disparu. Un jeune homme aux cheveux châtains et au regard sincère s'avança. « Madame Caro, je suis Jake Morrison. Nous sommes des étudiants en sciences environnementales travaillant sur un projet concernant la transformation des terres dans les Everglades. Nous avons analysé des images satellites historiques pour suivre les changements au fil des décennies. » Il sortit un dossier et en extrait une photographie granuleuse. « Nous étudions les modèles de perte de terrain lorsque nous avons remarqué cette anomalie sur une image satellite de 1945. » Il pointa une section de la photo où Linda pouvait tout juste distinguer une forme jaune, partiellement visible dans l'eau sombre. Lorsque nous avons amélioré et agrandi l'image, nous avons clairement vu qu'il s'agissait d'un véhicule. Notre professeur a reconnu qu'il pourrait être lié à une ancienne affaire de personnes disparues de cette année-là. C'était une grande nouvelle à l'époque. Nous avons donc calculé les coordonnées et contacté la police. Le détective Pram prit la parole. La zone où ils l'ont repéré est suffisamment isolée pour avoir échappé à toute détection toutes ces années. La profondeur de l'eau est importante, assez profonde pour qu'une voiture s'enfonce complètement. Avec le temps, elle s'est déposée au fond. L'opération de récupération a pris 4 heures, poursuivit le détective. L'équipe de récupération marine a travaillé avec Florida Fish and Wildlife et notre département. Nous avons utilisé des équipements sonores et des plongeurs pour confirmer la position exacte de la voiture, puis amener un bateau de police pour atteindre l'emplacement. Un hélicoptère l'a soulevé et placé sur la remorque pour le transport. Linda entendit des portières claquer derrière elle. Elle se retourna pour voir la famille Whitmore arriver. Gregory, ouvrant la marche, avec son arrogance caractéristique malgré ses années avancées, Eleanor suivant avec son air perpétuel de dignité longuement souffrante, et Daniel fermant la marche. Les années les avaient tous changés, mais elle les reconnut instantanément. Une vieille colère s'enflamma dans sa poitrine. Elle se souvenait trop bien de leur dernière interaction, des accusations de Gregory, de son insistance sur le fait que sa fille, de condition modeste, avait égaré son précieux fils, comme si l'amour pouvait se mesurer par des comptes bancaires. Le détective Pram s'excusa pour informer les Whitmore. Linda observa le visage de Gregory alors qu'il examinait le véhicule, vit le moment de reconnaissance malgré sa tentative de contrôle stoïque. « Oui, c'est la Thunderbird que j'ai achetée à Brandon comme cadeau de mariage », confirma Gregory, sa voix portant clairement à travers le parking. La plaque d'immatriculation correspond. FTB 1945. Je l'avais spécialement commandée. Linda s'approcha, malgré son meilleur jugement. Qu'avez-vous récupéré à l'intérieur? L'expression du détective devint plus sombre. Aucun reste n'a été trouvé, pas de traces de sang ni de signes de lutte que nous pourrions détecter, étant donné les dégâts causés par l'eau. Le seul objet que nous avons récupéré était celui-ci. Il fit signe à un officier qui apporta un sac à preuve contenant un briquet en argent. Gregory fouilla dans sa poche et sortit un briquet identique.
Celui-ci est le mien. Celui-là doit être celui de Brandon. Nous les avons achetés ensemble dans une boutique à Miami. Noël 1989. La composure soigneusement maintenue d'Eleanor se fissura légèrement. « Détective, qu'est-ce que cela signifie? S'ils ne sont pas dans la voiture, où sont-ils? Que se passe-t-il maintenant? » Madame Whitmore, je ne crois pas que votre fils et votre belle-fille auraient délibérément jeté leur véhicule dans les Everglades. Surtout pas un cadeau de mariage. Quelqu'un leur a fait cela en 1945 et a tenté d'éliminer les preuves. Ce n'est plus seulement une affaire de personnes disparues, c'est potentiellement une enquête criminelle. Criminelle? La main d'Eleanor vola à sa gorge. Vous voulez dire que quelqu'un pourrait les avoir tués? Nous explorons toutes les possibilités. Mais quiconque a fait cela connaissait bien la région, savait exactement où trouver l'eau profonde, comment accéder à cet endroit isolé. Cela suggère quelqu'un de local. Le visage de Grégory devint rouge vif. Avant de gaspiller l'argent des contribuables en théorie farfelue, vous devez renvoyer des plongeurs là-bas. Chercher des corps, ils pourraient encore être sous l'eau. Nos équipes de plongée mènent des recherches en ce moment même, Monsieur Whitmore. Nous élargirons le périmètre si nécessaire. Grégory se tourna brusquement vers Daniel, sa voix baissant, mais restant audible pour ceux à proximité. C'est pourquoi il est important de ne jamais épouser une fille désespérée. Les filles pauvres ruineront ton nom ou te détruiront, exactement comme ce qui est arrivé à ton frère. Papa, la stupéfaction de Daniel était évidente. Tu sais combien Brandon aimait Melissa? Linda céda à sa colère. Vous essayez encore de blâmer ma fille, après toutes ces années? Grégory se retourna vers elle. Elle avait peut-être des connexions, d'anciens petits amis, des membres de gang de son quartier, quelqu'un qui est devenu jaloux et a décidé d'éliminer mon fils. Des membres de gang. La voix de Linda s'éleva. Si ma fille voulait simplement votre argent, elle n'aurait pas disparu avec votre fils. Elle serait restée pour le récupérer. Comment osez-vous? Grégory s'avança agressivement. C'est votre fils qui l'a détourné de sa promesse de pureté, répliqua Linda. Elle voulait attendre jusqu'au mariage, mais il l'a convaincue du contraire. C'est pourquoi ils ont dû se marier si jeunes. Melissa n'avait que 24 ans. La dispute s'intensifiait rapidement, les voix s'élevant, les accusations fusant. D'autres visiteurs s'arrêtèrent pour regarder. Des officiers intervinrent, créant une barrière entre les familles en conflit. Ça suffit. La voix autoritaire du détective Pram trancha à travers le chaos. Ce comportement n'aide personne. Vous êtes tous en deuil, tous confus, je comprends cela. Mais lancer des accusations n'apportera pas de réponse. Il guida Linda loin de la confrontation. Madame Caro, s'il vous plaît, les émotions de chacun sont à fleur de peau. Ne le laissez pas vous provoquer. Il dépeint ma fille comme une sorte de criminelle, dit Linda, la voix tremblante de rage et de larmes retenues. Ma petite fille qui chantait dans la chorale de l'église, qui était bénévole à la banque alimentaire. Je sais. Nous reverrons tout au poste. Pour l'instant, j'ai besoin que vous rentriez chez vous et essayiez de vous reposer. Je vous contacterai immédiatement s'il y a des développements. Pouvez-vous conduire vous-même ou souhaitez-vous qu'un officier vous escorte? Linda prit plusieurs respirations profondes, essayant de se recentrer. Je peux conduire. J'ai juste besoin d'un moment. Elle marcha jusqu'à sa voiture sur des jambes mal assurées, s'affaissant dans le siège du conducteur. À travers son pare-brise, elle pouvait voir les Whitmore encore regroupés autour de la remorque. Grégory gesticulait sauvagement en parlant aux officiers. La vue de lui, toujours si arrogant, toujours si certain de sa propre droiture, lui retournait l'estomac. Elle tourna la clé dans le contact et sortit du parking,
laissant le cirque derrière elle. Mais elle ne pouvait pas laisser derrière elle l'image de cette voiture jaune tachée par l'eau, ni les questions qu'elle soulevait sur ce qui s'était réellement passé ce jour d'été, il y a si longtemps. La maison de Linda semblait incroyablement silencieuse lorsqu'elle ferma la porte d'entrée derrière elle. L'adrénaline de la confrontation matinale s'évanouit, la laissant vide et tremblante. Elle resta un moment dans son petit salon, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. La voiture, les Everglades, les accusations de Gregory. Presque sans y penser, ses pieds la portèrent le long du couloir jusqu'à la chambre de Melissa. Elle n'y était pas entrée depuis des mois, ne pouvait pas le supporter la plupart du temps. La porte grinça lorsqu'elle la poussa, et une odeur de renfermé l'assaillit immédiatement. 12 ans de négligence avaient laissé leurs traces. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi, filtrant à travers des rideaux jaunis. Le joyeux papier peint floral qu'elle et Melissa avaient choisi ensemble était maintenant décoloré et se décollait au coin. Tout était resté exactement comme Melissa l'avait laissé ce matin de juin 1945. Du maquillage éparpillé sur la commode, un roman d'amour posé face contre terre sur la table de chevet, sa robe d'été préférée drapée sur la chaise du bureau. Mais le temps n'avait pas été clément avec ses trésors abandonnés. Les vêtements dans le placard ouvert étaient tachés de moisissures, le tissu dégradé et décoloré. Les peluches sur le lit étaient emmêlées de poussière, leurs yeux en boutons ternes. « Oh, ma petite fille !» murmura Linda, la gorge serrée. Elle ouvrit grand les fenêtres, laissant l'air frais chasser l'odeur de renfermé. Puis elle chercha des produits de nettoyage et des cartons dans le garage. Si la police rouvrait l'enquête, il pourrait avoir besoin d'examiner les affaires de Melissa. Et peut-être était-il temps de ranger enfin ses rappels physiques de sa perte. Elle commença par le placard, retirant soigneusement chaque article. Ses mains tremblaient alors qu'elle pliait la robe de remise de diplôme du lycée de Melissa, se souvenant combien sa fille avait eu l'air fière en traversant la scène. Chaque vêtement portait des souvenirs. Le chemisier que Melissa portait lors de son premier rendez-vous avec Brandon. La jupe pour laquelle elle avait économisé pendant des mois. En débarrassant l'étagère supérieure, ses mains rencontrèrent des objets qui n'appartenaient pas à Melissa. Une montre d'homme, un pull de l'université de Miami, taille large, un flacon de parfum. Les affaires de Brandon. La mâchoire de Linda se crispa. Elle savait qu'il restait parfois, malgré ses objections. Elle avait élevé Melissa avec des valeurs fortes, insistant sur la pureté avant le mariage. Mais le jeune amour avait ses propres règles, et Brandon Whitmore avait été très persuasif. Beau, charmant, d'une famille riche, il avait fait chavirer le cœur de Melissa. Et voilà où cela les avait menés. Linda chercha une autre boîte et commença à emballer, séparément, les affaires de Brandon. Quelques chemises, des cassettes, une raquette de tennis, divers articles de toilette. Elle étiqueta clairement la boîte. Brandon Whitmore, objet personnel. Le nettoyage prit près de 3 heures. Lorsqu'elle eut terminé, son dos lui faisait mal, et ses mains étaient irritées à force de frotter. Mais la chambre de Melissa avait meilleure allure. Toujours un sanctuaire pour une fille disparue, mais propre. Les boîtes étaient empilées contre le mur, chacune soigneusement étiquetée et scellée. Linda chargea la boîte de Brandon dans sa Honda et s'assit derrière le volant un moment, réfléchissant. Les Whitmore vivaient dans le quartier exclusif de Gables Estate, à des années-lumière de son modeste quartier. Elle n'était pas sûre qu'ils seraient chez eux après les événements du matin. Mais ils avaient du personnel de maison qui pourrait accepter la livraison. Le trajet prit 20 minutes. Les maisons devenaient plus grandes et les pelouses mieux entretenues à chaque pâté de maison.
La propriété des Whitmore se trouvait derrière une imposante grille en fer forgé, tout en stuc de style méditerranéen et tuiles de terre cuite. Linda se gara juste à l'extérieur et récupéra la boîte. Elle avait à peine fait un pas que Gregory sortait du garage, apparemment se dirigeant vers sa Mercedes. Son visage s'assombrit lorsqu'il la vit. « Que diable faites-vous? Faites-vous ici? » Sa voix porta à travers l'allée. « Vous bloquez la grille. Je pars, et vous devez partir aussi. Vous n'êtes pas la bienvenue sur cette propriété. » Linda leva la boîte. « Je rapporte simplement les affaires de Brandon. Elles étaient dans la chambre de Melissa. »« Alors laissez-la là. » Il fit un geste dédaigneux vers le sol. « Quelqu'un s'en occupera. Maintenant, déplacez votre pathétique voiture. » Combattant l'envie de lui jeter la boîte à la tête, Linda la posa soigneusement sur l'allée. Elle retourna à sa voiture et avança, permettant à la Mercedes de Gregory de passer en marche arrière. Il baissa sa vitre en passant. « Je pars bientôt, mais quand je reviendrai, je ne veux voir ni vous, ni votre tas de forail que le près de ma propriété. Compris? » Sans attendre de réponse, il s'éloigna à toute vitesse. Linda resta assise dans sa voiture, les mains agrippant le volant, respirant profondément. À travers son pare-brise, elle pouvait voir la boîte abandonnée sur l'allée impeccable. Cela la dérangeait de laisser les affaires de Brandon comme des déchets indésirables. Prenant une décision rapide, elle sortit à nouveau et récupéra la boîte. Elle marcha jusqu'à la porte d'entrée et sonna. Daniel répondit, l'air surpris. « Madame Caro, je suis désolé de vous déranger. » Elle tendit la boîte. « Ce sont les affaires de Brandon. Je voulais juste m'assurer que quelqu'un les reçoit réellement. Je vais partir maintenant, je ne veux pas causer de problème. » Daniel s'écarta. « En fait, maman et moi étions en train de trier la chambre de Brandon. Il y a quelque chose que vous devriez voir. S'il vous plaît, entrez. Votre père m'a prévenu de partir avant son retour. » L'expression de Daniel se durcit légèrement. « Ne vous inquiétez pas pour lui, s'il vous plaît. » Contre son meilleur jugement, Linda le suivit à l'intérieur. La maison était encore plus impressionnante qu'elle ne s'en souvenait. Sol en marbre, plafond voûté, œuvres d'art coûteuses sur chaque mur. Daniel la conduisit en haut d'un escalier incurvé jusqu'à la chambre de Brandon. Eleanor leva les yeux de l'endroit où elle était agenouillée, à côté d'une boîte, son expression habituellement composée s'adoucissant lorsqu'elle vit Linda. « Linda, merci d'avoir rapporté les affaires de Brandon. » « Bien sûr. » Linda posa la boîte, remarquant que plusieurs autres étaient déjà emballés et étiquetés. « Je vois que vous faites la même chose que moi aujourd'hui. » Il semblait que c'était le moment, dit doucement Eleanor, surtout après ce matin. Linda remarqua une plus petite boîte remplie d'objets qu'elle reconnaissait. La brosse à cheveux de Melissa, des bijoux, quelques livres. « Je vais prendre ces affaires avec moi. Merci de les avoir gardées. » « Linda, » interrompit Daniel, prenant une boîte en velours ornée sur le bureau de Brandon. « C'est ce que nous voulions vous montrer. » Linda accepta la boîte, notant son poids coûteux. À l'intérieur, niché dans du satin blanc, se trouvait un ensemble de lingerie en dentelle noire, visiblement coûteux. Une petite carte était glissée dans le couvercle. « De Otis », écrit en écriture masculine audacieuse. « Otis ?» Linda leva les yeux, perplexe. « Je ne connais personne nommé Otis. Melissa n'a jamais mentionné. »« Nous non plus, » dit Eleanor. « C'est pourquoi nous avons pensé que vous pourriez savoir. Nous l'avons trouvé dans le placard de Brandon, caché derrière des chaussures, » ajouta Daniel. Ils fixèrent le cadeau intime, pensant tous aux mêmes pensées troublantes. Si quelqu'un nommé Otis avait donné ceci à Melissa, pourquoi Brandon l'avait-il? L'avait-il intercepté
Mélissa le lui avait-elle montré? La lingerie est toute neuve, observa Daniel, pointant les étiquettes. Jamais portée. Elle a encore l'étiquette de prix. 200 $. C'était cher, même pour 1985. Pourquoi Brandon garderait-il cela? Demanda Linda. Si un autre homme envoyait des cadeaux comme celui-ci à ma fille, c'est ce que nous ne pouvons pas comprendre, dit Eleanor. Brandon était du genre jaloux. Il aurait confronté cette personne, Otis, pas caché des preuves dans son placard. Linda ferma la boîte d'un geste décisif. Nous devons apporter ceci au détective Pram. Cela pourrait être important. Je suis d'accord, dit Daniel. Je vous accompagnerai au poste de police. Eleanor hocha la tête. Je resterai ici au cas où Gregory reviendrait. Il ne sera pas content de cela. Mais la police doit savoir. Linda rassembla la boîte avec les affaires de Mélissa, tandis que Daniel plaçait soigneusement la boîte en velours dans un sac. Alors qu'il se préparait à partir, Linda ne pouvait se défaire du sentiment que ce mystérieux Otis, qui qu'il soit, pourrait détenir la clé pour comprendre ce qui s'était passé cet été, 12 ans auparavant. Ils sortirent de la maison en direction du garage, Daniel ouvrant la marche. Le garage des Whitmore ressemblait davantage à une salle d'exposition, climatisée, impeccablement propre, avec des places pour 6 véhicules. La BMW argentée de Daniel était garée dans le 3e emplacement, et il avait déjà sorti ses clés lorsqu'ils entendirent le grondement distinctif de la Mercedes de Gregory entrant dans l'allée. L'estomac de Linda se noua. « Votre père est déjà de retour. »« Tout va bien, » dit Daniel, mais sa mâchoire s'était crispée. Gregory sortit de sa voiture avant même que le moteur ne soit complètement éteint, le visage rouge de colère. « Que diable fait-elle encore ici? Daniel, que fais-tu avec cette femme? »« Papa, calme-toi. Nous avons trouvé quelque chose d'important dans la chambre de Brandon. » Daniel leva le sac contenant la boîte en velours. « Maman et moi rangions ses affaires. Et vous l'emmenez où? Pour le montrer aux médias, pour embarrasser davantage notre famille. »« À la police, » dit fermement Daniel. « C'est une preuve. » Le visage de Gregory s'assombrit davantage. « Une preuve de quoi? »« Laisse-moi voir ça. » Daniel lui tendit le sac à contre-cœur. Gregory en sortit brusquement la boîte en velours, son expression changeant en voyant le contenu. « De la lingerie? Vous apportez de la lingerie à la police? »« Regarde la carte, » intervint Linda. « C'est de quelqu'un nommé Otis. Ni Eleanor ni moi ne savons qui c'est. »« Et vous pensez que c'est pertinent, comment? » lança Gregory. « Papa, nous aurions dû te montrer cela d'abord. »« Mais tu étais si pressé ce matin, » dit Daniel, essayant d'apaiser son père. « Tu as dit que tu devais aller chercher les médicaments contre l'anxiété de grand-mère. »« Ce que j'ai fait, » répondit Gregory, tapotant la poche de sa veste. « Cela n'explique pas pourquoi tu conspires avec elle. » Il hocha la tête vers Linda. « Personne ne conspire, » dit Daniel, d'un ton las. « Nous avons trouvé ceci caché dans le placard de Brandon. Ne trouves-tu pas étrange qu'un homme envoie de la lingerie coûteuse à Mélissa? Tu m'as appelé pour aider à ranger la chambre de Brandon ce matin, et je t'ai dit que j'étais occupé, » dit Gregory, esquivant la question. « Où exactement avez-vous trouvé cela? »« Derrière des chaussures sur l'étagère de son placard, » répondit Daniel. « Papa, connais-tu quelqu'un nommé Otis? » L'hésitation de Gregory fut brève, mais perceptible. « Comment saurais-je toutes les personnes que mon fils fréquentait? Peut-être que cette personne était un des ex-petits amis de Mélissa, qui sait? »« Nous l'apportons à la police, » dit Daniel avec fermeté. « Ils doivent savoir, sonne et sainte, savoir à ce sujet. »« Très bien, mais je viens avec vous, » répondit Gregory, rangeant ses clés de voiture. « Et je conduis. Donne-moi tes clés. »
Papa, tes clés, Daniel, maintenant. Daniel les lui tendit à contre-cœur. Grégory se tourna vers Linda. Vous suivrez dans votre propre véhicule. Nous ne faisons pas de covoiturage comme une sorte de sortie familiale. Linda retint sa réponse et se contenta de hocher la tête. Au poste, on les informa que le détective Pram était sur le terrain, coordonnant toujours les recherches dans les Everglades. Un officier plus jeune, dont le badge indiquait Martinez, prit leurs informations. Nous allons immédiatement enregistrer ceci comme preuve, les assura l'officier Martinez, manipulant soigneusement la boîte en velours avec des gants. Le détective voudra voir cela dès son retour. « Que pouvez-vous en faire » demanda Daniel. « Plusieurs choses. Nous relèverons les empreintes digitales, bien que le tissu puisse rendre cela difficile. Nous vérifierons également notre base de données pour toute personne prénommée Otis dans la région. Homestead n'est pas si grand, et Otis n'est pas exactement un prénom courant. » Linda remarqua que l'officier examinait les étiquettes de la lingerie de plus près. « Ceci vient de la boutique Héloïse, à Coral Gables, un endroit haut de gamme. Il pourrait avoir des registres d'achat, même de 1945. Certaines de ces boutiques exclusives conservent des informations détaillées sur leurs clients. »« C'est bien, » dit Daniel. « Tout ce qui pourrait aider à identifier cette personne. » Tout au long de la conversation, le téléphone de Grégory sonna à plusieurs reprises. Chaque fois, il regardait l'écran et le mettait immédiatement en silencieux, son agitation devenant plus visible. « Monsieur, avez-vous besoin de prendre cet appel ?» demanda l'officier Martinez après la 4e interruption. « Non, c'est juste des affaires, » répondit Grégory sèchement. Daniel fronça les sourcils. « Papa, si c'est urgent. »« J'ai dit que ça va, » lança Grégory. Ils complétèrent les formulaires de preuve, chacun fournissant ses coordonnées. Alors qu'ils retournaient au parking, le téléphone de Grégory sonna à nouveau. « Pour l'amour de Dieu, papa, » répond simplement, dit Daniel, exaspéré. « Est-ce que du bureau ?» Grégory bégaya. « Non, je veux dire, oui, c'est compliqué. Écoute, nous devons rentrer. J'ai des affaires à régler au bureau. »« Nous devons encore finir de ranger la chambre de Brandon, » lui rappela Daniel. « Et Madame Caro doit récupérer les affaires de Mélissa. »« Peu importe, elle peut nous suivre et les récupérer, » dit Grégory avec impatience. « Tu montes avec moi. En fait, papa, puisque tu dois aller au bureau, pourquoi ne prends-tu pas ma voiture pour y aller? Je rentrerai avec Madame Caro pour retourner à la maison. Nous pouvons finir de ranger pendant que tu t'occupes de tes affaires. » Le téléphone de Grégory sonna encore une fois. Cette fois, Linda aperçut l'écran. Pas de nom, juste un numéro. Grégory rejeta l'appel avec une frustration visible. « Ben, peu importe, je dois m'en occuper. » En cherchant les clés de Daniel dans sa poche, un autre trousseau de clés tomba sur l'asphalte avec un tintement métallique. Les yeux de Linda furent immédiatement attirés par celui-ci. Parmi les clés, il y en avait une avec une petite étiquette. Elle put distinguer un « O » au début, mais avant qu'elle ne puisse lire davantage, Grégory le ramassa. « Papa, qu'était-ce? » « Rien, juste les clés des unités de stockage du bureau. » Grégory empocha le trousseau trop rapidement. « Je prendrai ta voiture pour aller au bureau. Vous deux, faites ce que vous avez à faire. Mais ne prenez pas toute la journée. » Il se dirigea vers la BMW de Daniel sans un mot de plus, laissant Linda et Daniel debout dans le parking. « Votre père semble stressé, » observa Linda prudemment. Daniel soupira. « Il est comme ça depuis que Brandon a disparu. Il se jette dans le travail, s'emporte contre tout le monde. Maman dit que c'était sa façon de gérer le deuil. »« Ce n'est pas un problème, » dit Linda. Ils marchèrent jusqu'à la Honda, bien que son esprit soit encore fixé sur ce trousseau. Avait-elle imaginé? Où y avait-il plus de lettres après ce « O » ? Et pourquoi Grégory avait-il réagi si fortement
en le laissant tomber. Ils arrivèrent à la propriété des Whitmore 20 minutes plus tard. Alors que Linda entrait dans l'allée circulaire, elle remarqua un homme debout dans le garage près de la Mercedes de Gregory. Il était d'âge mûr, portant une chemise blanche impeccable et un pantalon sombre, l'uniforme du personnel domestique. « C'est Ray Dalton », expliqua Daniel en sortant de la voiture. « Le chauffeur de papa. Il est avec lui depuis des années. Il n'a pas toujours besoin de lui, mais il l'appelle quand c'est nécessaire. » Ray s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux qui semblait sincère. Il avait peut-être une 50aine d'années, avec des cheveux gris et des yeux bienveillants qui se plissaient au coin. « Monsieur Daniel, heureux de vous voir. »« Salut Ray, » répondit Daniel en lui serrant la main. « Voici Madame Caro, la mère de Melissa. »« Madame, » dit Ray, inclinant respectueusement la tête. « Je suis désolé pour vos malheurs. »« Merci, » répondit Linda, l'étudiant. Il y avait quelque chose de réconfortant dans son comportement, un contraste frappant avec l'hostilité de Gregory. « Votre père a appelé, » expliqua Ray à Daniel. « Il m'a demandé d'amener sa voiture au bureau et de ramener votre BMW ici. Vous savez comment il est avec cette Mercedes. » Daniel rit doucement. « Dieu ne plaise que quelqu'un d'autre la touche. »« Merci de faire ça, Ray. »« Pas de problème, je la ramènerai dans l'heure. » Ray se dirigea vers le garage et entra. Eleanor était dans le salon, une boîte en carton à ses pieds. Elle leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, son visage montrant la tension de la journée. « Comment ça s'est passé au poste de police ?» demanda-t-elle. « Bien, maman, je t'expliquerai plus tard, » dit Daniel. « Ce sont là les affaires de Melissa, tout ce que j'ai pu trouver. » Eleanor se leva, lissant sa jupe. Des vêtements, des bijoux, quelques photographies, pas grand-chose, vraiment. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour accumuler des choses ensemble. Linda accepta la boîte, la gorge serrée. « Merci d'avoir sauvegardé ces objets. » Eleanor s'avança et l'étreignit, un geste surprenant de la part de cette femme habituellement réservée. « Je suis désolé pour le comportement de Gregory plus tôt. Et toujours, en fait. Nous sommes toutes deux des mères qui ont perdu leurs enfants. Nous aurions dû nous soutenir mutuellement au lieu de... » Elle recula, les yeux brillants. « J'espère que la police trouvera bientôt des réponses. Nous méritons tous une conclusion. » « Merci, Eleanor, cela signifie beaucoup. » Daniel proposa de la raccompagner, mais Linda refusa. « Je peux me débrouiller, vous devriez rester avec votre mère. » Elle porta la boîte à travers le hall de marbre et sortit par la porte d'entrée. Le soleil de l'après-midi était dur, la faisant plisser les yeux alors qu'elle marchait vers sa voiture. Elle venait juste d'ouvrir son coffre quand elle entendit des voix près du portail d'entrée. Ray parlait à quelqu'un, un homme plus jeune, peut-être au début de la trentaine. Linda fit semblant d'arranger la boîte dans son coffre tout en les observant. Le jeune homme était trapu, avec des cheveux noirs et des manières nerveuses. Il ne cessait de changer de poids, regardant autour de lui, comme s'il craignait d'être vu. Alors qu'elle montait sur son siège conducteur et commençait à reculer, Linda eut une meilleure vue. L'homme portait une chaîne en or avec de grands pendentifs en forme de lettre. Même de cette distance, elle pouvait distinguer un « O » proéminent au début. Son pouls s'accéléra. Était-ce un S à la fin? Elle ralentit sa marche arrière, ajustant son rétroviseur. Ray avait également remarqué le collier. Il tendit la main vers celui-ci, ses lèvres bougeant. Le jeune homme recula, méfiant, saisit la chaîne. Par sa fenêtre partiellement ouverte, elle capta des fragments de leur conversation portés par la brise de l'après-midi. Le patron a dit... La voix de Ray était ferme. « Ne porte pas ça. » Le jeune homme protesta, mais Ray retirait déjà le collier par-dessus sa tête. Puis, avec une poigne qui démentait sa douceur antérieure, Ray saisit le bras de l'homme
et le dirigea vers la Mercedes de Gregory. Les mains de Linda tremblaient sur le volant. Tous ses instincts criaient que quelque chose n'allait pas. Le nom Otis, le O et le S sur ce collier. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle continua à reculer lentement, essayant de paraître désintéressée. Mais elle continua à regarder alors que Ray poussait pratiquement le jeune homme sur le siège passager de la Mercedes. Ray prit place derrière le volant, et la voiture sortit de l'allée avec une vitesse inhabituelle. Linda prit une décision en une fraction de seconde. Au lieu de tourner à gauche vers chez elle, elle tourna à droite, suivant la Mercedes à ce qu'elle espérait être une distance discrète. Son cœur battait la chamade alors qu'elle essayait de traiter ce dont elle avait été témoin. Qui était cet homme? Pourquoi Ray semblait-il si préoccupé par le collier? Et pourquoi avait-il mentionné le patron, vraisemblablement Gregory? Linda maintint une distance prudente, laissant une autre voiture se glisser entre eux alors qu'ils se dirigeaient vers la route principale. Elle n'avait jamais suivi personne auparavant, ne l'avait vu faire que dans les films. Chaque feu rouge la faisait paniquer à l'idée de les perdre. Chaque virage nécessitait des décisions en une fraction de seconde. La Mercedes se dirigea vers le quartier des affaires du centre-ville de Homestead. Après 15 minutes, elle entra sur le parking d'un immeuble de bureaux moderne. Whitmore Industries, selon la grande enseigne à l'extérieur. Linda le reconnut. Tout le monde à Homestead connaissait l'entreprise de développement immobilier de Gregory. Elle se gara de l'autre côté de la rue, derrière un camion de livraison, lui donnant une vue partielle de l'entrée du bâtiment. Ses mains tremblaient alors qu'elle coupait le moteur. Que faisait-elle? À suivre des citoyens éminents en ville, comme une sorte de détective privé. Mais ensuite, elle se souvint du collier, des lettres O et S, des paroles urgentes de Ray concernant le patron. La Mercedes restait au ralenti près de l'entrée. En quelques minutes, Gregory sortit du bâtiment, sa démarche déterminée. Il portait toujours les mêmes vêtements que le matin, mais semblait plus agité, vérifiant constamment sa montre. Ray sortit du siège conducteur à l'approche de Gregory. Linda les regarda échanger des clés, Ray remettant les clés de la Mercedes et acceptant les clés de la BMW de Daniel en retour. Gregory glissa sur le siège conducteur de sa bien-aimée Mercedes, tandis que Ray marchait vers la BMW garée sur une place réservée. Le jeune homme, Otis, restait dans le siège passager de la Mercedes. Les deux voitures sortirent du parking. La BMW tourna à gauche, se dirigeant probablement vers la propriété des Whitmore. La Mercedes tourna à droite, se dirigeant vers le sud. Linda attendit un instant, puis suivit. Ils quittèrent le quartier commercial de Homestead, traversant des quartiers résidentiels qui devenaient plus clairsemés à chaque kilomètre. Bientôt, ils étaient sur l'US 1, se dirigeant vers Florida City. La confusion de Linda grandissait. Où pouvait-il aller? Puis, la Mercedes de Gregory prit le virage familier, l'entrée du parc national des Everglades, la même route qu'elle avait empruntée ce matin. La poitrine de Linda se serra. Pourquoi Gregory amènerait-il ce mystérieux jeune homme ici? Elle laissa plusieurs véhicules de visiteurs s'intercaler entre eux alors qu'ils entraient dans le parc. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les prairies d'herbe des marais. Le trafic touristique était plus léger que le matin, mais fournissait toujours une couverture. La voiture de Gregory se gara sur le parking du centre des visiteurs, Ernesco. Linda trouva une place derrière un grand camping-car où elle pouvait observer sans être évidente. Elle regarda Gregory et le jeune homme sortir du véhicule et se diriger vers l'un des sentiers balisés. Linda attendit 1 minute entière avant de suivre. Elle saisit une brochure du parc et la tint ouverte,
juste une autre touriste consultant une carte. Le sentier principal était assez fréquenté pour qu'elle puisse maintenir une distance sans paraître suspecte. Pendant la première demi-heure, ils suivirent le chemin touristique standard. Linda fit semblant de photographier des oiseaux et la végétation chaque fois qu'ils regardaient en arrière. Le paysage changea peu à peu, passant des zones humides à un terrain plus rocailleux. Un panneau en bois indiquait qu'ils entraient dans la région de Long Pine Key. L'élévation augmentait subtilement. Le sol calcaire devenait plus visible, et des pins et des palmiers remplaçaient les herbes des marais. À certains points de vue, Linda pouvait voir les vastes zones marécageuses s'étendant jusqu'à l'horizon. Le contraste était frappant, des crêtes sèches s'élevant comme des îles au-dessus de la prairie aquatique. Quelques autres touristes parsemèrent le sentier, mais à mesure que l'après-midi avançait, leur nombre diminuait. Le malaise de Linda grandissait. Plus il s'enfonçait, plus cela devenait isolé. Puis elle vit Gregory et son compagnon quitter le sentier principal pour emprunter un chemin non balisé. Le cœur de Linda s'accéléra. Les suivre maintenant signifiait abandonner la sécurité des espaces publics. Mais elle était déjà allée si loin. Elle attendit qu'ils soient presque hors de vue, puis les suivit. Le sentier non officiel était plus accidenté, nécessitant une navigation prudente sur des affleurements calcaires et à travers une végétation dense. La sueur coulait le long de son dos dans l'air humide. Les moustiques bourdonnaient autour de son visage. Après 20 minutes supplémentaires de randonnée difficile, elle entendit des voix devant elle. Linda s'avança furtivement, utilisant un épais bosquet d'enherbe des marais et des rochers calcaires comme couverture. À travers la végétation, elle pouvait les voir dans une petite clairière sur une crête sèche. Ils étaient complètement seuls ici. « Montre-moi l'endroit exact », dit la voix de Gregory, qui portait clairement dans l'air immobile. « J'ai besoin de moi savoir précisément où tu as enterré le corps de cette fille. » La police s'en approche. Je dois être préparé. Le sang de Linda se glaça. Elle se pressa plus bas derrière les rochers, respirant à peine. Le jeune homme, que Gregory appelait Otis, marcha vers une section de sol chargée de broussailles et de sous-bois. « Ici. J'ai enterré Melissa juste ici, à 2 mètres de profondeur, exactement comme vous me l'aviez dit. Le calcaire était dur, mais nous l'avons traversé avec les outils que vous nous avez donnés. » La façon dont il prononça le nom de sa fille fit que Linda se mordit la lèvre pour ne pas crier. Sa fille était là, dans ce désert abandonné de Dieu. « Bien, laisse-le intact, » répondit Gregory, examinant la zone avec une expression calculatrice. Personne ne tomberait sur cet endroit par accident. Il faudrait savoir précisément où chercher. Et moi, la voix d'Otis devint suppliante. Vous avez dit que vous m'aideriez. La police a trouvé la voiture, ce cadeau de lingerie. Tu as été stupide de mettre ton vrai nom sur cette carte, claqua Gregory. Je t'ai dit de courtiser la fille, de rendre Brandon assez jaloux pour la quitter. Pas de lui envoyer de la lingerie avec une carte signée qu'il garderait. Vous avez dit de le rendre convaincant, et c'était votre idée au départ, protesta Otis. Assez. Gregory leva une main. J'ai une offre. Tu as 2 choix. 1. Disparaître. Quitter la Floride ce soir. Aller dans un autre État. Ne plus jamais contacter quiconque ici. Mais je ne te donnerai pas un centime. Otis commença à protester, mais Gregory continua. 2. Va à la police. Avoue que tu as assassiné les jeunes mariés par jalousie. Dis que tu étais un ex-petit ami de Melissa, fou de rage, que tu les as tous les 2 tués. As-tu enterré sur leur corps, coulé la voiture dans les Everglades? Prends l'entière responsabilité. Pourquoi moi? Gémit Otis. Parce que je te paierai 300 000 $ pour le faire. De l'argent sur un compte offshore, auquel ta famille pourra accéder pendant que tu seras en prison.
Tu donneras à tout le monde une conclusion, arrêtera l'enquête. Mais tu ne mentionneras jamais mon nom ni celui de mon entreprise, et tu seras riche. Tu n'auras pas autant de prison, j'ai de tes connexions. Tu ne purgeras pas aussi longtemps que tu le penses. Linda regarda avec horreur Otis hocher lentement la tête. D'accord, je le ferai pour l'argent. Choix intelligent. Maintenant, partons, il se fait tard. Ils se tournèrent pour revenir par où ils étaient venus. L'entête de Linda tournoyait à toute vitesse. Elle devait appeler la police immédiatement, mais pas avant qu'il ne soit suffisamment loin. Elle se pressa plus profondément dans la végétation, alors que leurs pas se rapprochaient, passaient devant sa cachette, puis s'éteiffenaient progressivement. Quand elle fut certaine qu'ils étaient partis, Linda sortit son téléphone portable d'une main tremblante. Le signal était faible, juste 2 barres, mais cela devrait suffire. Elle composa le numéro direct du détective Pram, priant pour que ça passe. L'appel passa, bien que des parasites crépissent la ligne. « Détective, c'est Linda Caro », dit Desparla rapidement, craignant de perdre la connexion. « Je suis au parc national des Everglades, dans la zone de Long Pine Key. J'ai suivi Gregory Whitmore ici. Il est avec un homme nommé Otis. J'ai tout entendu. Otis a enterré le corps de Melissa ici. Gregory le paye pour prendre le blâme des 2 meurtres. Madame Caro, ce que vous avez fait est extrêmement dangereux, dit la voix du détective, urgente à travers les parasites. Donnez-moi votre position exacte. Linda décrivit le sentier, le détour, les points de repère qu'elle avait remarqués. Il se dirige maintenant vers le parking. Gregory essaye de tout dissimuler. Nous mobilisons des unités maintenant. Restez où vous êtes, restez cachés. Nous serons là aussi vite que possible. La ligne mourut. Linda fixa le téléphone, puis l'endroit qu'Otis avait indiqué. Sa fille était là, avait été là pendant 12 ans, si proche, et pourtant cachée dans ce vaste désert. Les larmes coulèrent sur son visage, alors qu'elle commençait à se frayer prudemment un chemin vers le sentier principal. Elle devait être prudente, devait éviter Gregory et Otis, devait faire confiance au fait que le détective Pram arriverait à temps. Mais, au moins maintenant, elle savait. La vérité, aussi horrible soit-elle, venait enfin à la lumière. Linda avançait prudemment à travers le terrain accidenté, ses jambes tremblant d'épuisement et de choc. Le soleil de fin d'après-midi traversait obliquement les pins, projetant de longues ombres qui rendaient la navigation périlleuse. À chaque pas, elle regardait par-dessus son épaule, terrifiée de rencontrer Gregory ou Otis sur le sentier. La randonnée de retour lui sembla interminable. Son esprit tourbillonnait avec ce dont elle avait été témoin. La froide discussion de Gregory sur le lieu d'entraînement de sa fille, son plan pour incriminer Otis, tout en gardant ses propres mains propres. Melissa était ici, avait été ici tout ce temps, dans ce désert isolé. Cette pensée lui retournait l'estomac. Lorsqu'elle atteignit le sentier principal, le trafic des visiteurs avait considérablement diminué. Quelques randonneurs de fin de journée la dépassèrent, inconscients du drame qui se déroulait autour d'eux. Linda se força à marcher normalement, à se fondre dans la masse, même si son cœur martelait contre ses côtes. Le parking apparut enfin, et Linda faillit s'effondrer de soulagement. Mais la scène qu'elle trouva était radicalement différente de celle qu'elle avait quittée. Des voitures de police remplissèrent le parking, leurs lumières créant un motif chaotique de rouge et de bleu. Les gardes forestiers avaient délimité des sections avec du ruban jaune. Les touristes étaient dirigés loin de la zone. Au centre de l'agitation, elle vit Otis, menotté, assis sur le bord du trottoir, avec un officier montant la garde.
Gregory se tenait près de sa Mercedes, gesticulant sauvagement alors qu'il parlait au détective Pram et à deux autres officiers. Même à distance, elle pouvait voir que son visage était rouge, sa composure habituelle sur le point de s'effondrer. Linda se précipita vers eux. Le détective Pram remarqua son approche et bougea pour l'intercepter, mais elle le dépassa. « Il ment !» cria-t-elle, pointant Gregory. « Quoi qu'il vous dise, c'est un mensonge. » Les yeux de Gregory se tournèrent vers elle, son expression passant de l'indignation à la fureur. « Cette femme me harcèle. Elle m'a suivi jusqu'ici, depuis ma maison. J'exige que vous l'arrêtiez pour harcèlement. » « J'ai tout entendu, » continua Linda, s'adressant au détective Pram. « À la maison des Whitmore, j'ai vu Roy Dalton avec cet homme. » Elle pointa vers Otis. Roy lui a pris un collier, disant que le patron ne voulait pas qu'il le porte. Le collier avait les lettres O et S. « Elle délire, » bredouilla Gregory, affligé par le chagrin et inventant des histoires. « Puis je les ai suivis jusqu'ici, » poursuivit Linda. J'ai entendu Gregory dire à Otis de lui montrer exactement où il avait enterré ma fille. Je l'ai entendu offrir à Otis 300 000 $ pour prendre le blâme des deux meurtres tout en gardant le nom de Gregory hors de ça. L'expression du détective Pram était devenue de plus en plus grave. Il se tourna vers Gregory. « Monsieur Whitmore, ce sont des allégations sérieuses. » « Des allégations d'une femme qui a harcelé ma famille pendant 12 ans, » riposta Gregory. « Je suis venu ici pour pleurer mon fils en privé. Cet homme, » il fit un geste dédaigneux vers Otis, « est un garde du corps que mon chauffeur a recommandé. Je ne connais même pas son nom de famille. »« Il l'a appelé Otis, » insista Linda, « le même nom que sur cette carte de lingerie. » Et Otis lui a montré où Melissa est enterrée, dans la zone de Long Pine Key, hors du sentier. Le détective Pram les étudia tous les deux, puis se tourna vers Otis. « Monsieur, quel est votre nom? » Otis regarda entre Gregory et la police, la sueur perlant sur son front, malgré l'air frais de la fin d'après-midi. « Je veux un avocat. »« C'est votre droit, » dit le détective Pram. Il fit signe à son partenaire, le détective Morgan. « Emmenez M. Whitmore et Mme Caro dans des zones séparées. Personne ne part jusqu'à ce que nous ayons éclairci cela. » Il s'approcha d'Otis. « Voici ce qui va se passer. Vous allez nous montrer ce que Mme Caro prétend que vous avez montré à M. Whitmore. Si elle ment, elle sera accusée de faux témoignage. Si elle dit la vérité... » Il laissa planer l'implication. Deux officiers escortèrent Otis vers un véhicule de police, tandis que d'autres rassemblaient de l'équipement dans leurs coffres. Pelle, sac à preuve, appareil photo. Linda fut conduite à un banc près du centre des visiteurs, un officier se tenant à proximité. Gregory fut emmené dans une autre zone, protestant bruyamment à propos de ses droits et de ses avocats. L'attente était atroce. Linda regarda le soleil descendre plus bas, peignant le ciel de nuances orange et pourpre. Après 30 minutes, elle entendit d'autres véhicules arriver. Son cœur bondit quand elle vit la BMW de Daniel arriver, Eleanor sur le siège passager. Ils se précipitèrent, la confusion clairement visible sur leurs visages. « Linda, que se passe-t-il » demanda Daniel. « Nous avons reçu un appel disant que papa était ici. »« Maman, ils ont dit que papa a été détenu, » dit Eleanor, regardant entre Linda et l'officier. « Que se passe-t-il » Linda prit une respiration tremblante et leur raconta tout. Avoir suivi Ray Dalton et le jeune homme, la conversation surprise de leur discussion dans les bois, le plan de Gregory pour payer Otis pour endosser la responsabilité. Elle vit leur visage, passer de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur. « C'est insensé, »
murmura Eleanor, s'effondrant sur le banc à côté de Linda. Gregory ne pourrait jamais. Il ne pourrait pas. L'expression de Daniel était plus difficile à lire. Il se tenait les bras croisés, mâchoire serrée, fixant son père à travers le parking. En fait, maman, ça a un sens terrible d'une certaine façon. Pensez, papa n'a jamais voulu que Brandon épouse Melissa. Il était furieux quand ils se sont enfuis ensemble, et après leur disparition, il s'est jeté dans le travail, mentionnant à peine Brandon, à moins que quelqu'un d'autre ne l'évoque d'abord. C'est ainsi qu'il fait son deuil. Oh, comment il cache sa culpabilité, dit doucement Daniel. Ils sombrèrent dans un silence tendu. L'attente s'étirait. 40 minutes, 50, 1 heure. Linda se surprit à prier, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. S'il vous plaît, faites qu'il la trouve. S'il vous plaît, faites que ce soit enfin terminé. Finalement, la radio du détective Pram grésilla. Il écouta attentivement, le visage grave. Après un bref échange, il s'approcha de leur groupe. L'équipe de terrain a découvert des restes humains à l'endroit indiqué. Ils sécurisent la scène et transporteront les preuves pour une analyse médico-légale. Eleanor laissa échapper un sanglot étranglé. Linda sentit le monde basculer légèrement, et la main de Daniel sur son épaule la stabilisa. À travers le parking, Gregory avait clairement aussi entendu la nouvelle. Il s'élança soudainement, essayant de dépasser l'officier qui le gardait. Daniel se déplaça déjà, interceptant son père avant qu'il ne puisse faire plus de quelques pas. « Papa, ne sois pas stupide », dit Daniel, bloquant le chemin de Gregory. « Tu as beaucoup à expliquer. Tu sais qu'il n'y a pas moyen de fuir cela. »« Écarte-toi, fils. Tu ne comprends pas. »« Je comprends plus que tu ne le penses, » répondit Daniel, la voix régulière mais froide. « Maintenant, arrête d'empirer les choses. » Des officiers intervinrent, retenant Gregory plus fermement. Alors qu'il le fouillait pour des armes, un petit trousseau de clés tomba sur l'asphalte avec un tintement métallique. Linda le reconnut immédiatement. Les mêmes clés qu'elle avait aperçues plus tôt. Une clé avait une petite étiquette avec Otis, écrit au marqueur noir. Le détective Pram la ramassa, l'examinant attentivement. « Monsieur Whitmore, pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez une clé étiquetée avec le nom de quelqu'un que vous prétendez ne pas connaître? » Les lèvres de Gregory se pressèrent en une fine ligne. Il ne dit rien. « Est-ce lié au reste de votre fils ?» insista le détective. « L'avez-vous marqué avec le nom d'Otis pour déplacer le blâme si elle était un jour trouvée? » Toujours le silence. Eleanor se leva soudainement, sa douleur se transformant en fureur. « Tu nous as menti à tous, toutes ces années, Gregory. Où est notre fils? » Elle s'avança et arracha la clé de la main du détective Pram, l'examinant attentivement, son visage pâlissant. « Ceci ressemble à une clé du columbarium de la maison commémorative où nous gardons les cendres des membres de la famille. » Le partenaire du détective Pram contacta par radio l'équipe de terrain, recevant l'autorisation d'enquêter. « Madame Whitmore, Monsieur Whitmore, s'adressa-t-il à Eleanor et Daniel, nous aurons besoin que vous nous montriez cet endroit. » Daniel acquiesça immédiatement. « Bien sûr. » Il se tourna vers Linda. « Je vous tiendrai au courant dès que je saurai quelque chose. »« Merci, » murmura Linda. Eleanor et Daniel partirent avec une escorte policière. L'équipe de terrain commença à revenir des bois, portant des sacs à preuves sécurisés. Le détective Pram s'approcha de Linda une dernière fois. « Madame Caro, nous devons retourner au poste. Vous devrez faire une déclaration formelle, et nous devons traiter M. Whitmore et l'autre suspect à travers la procédure d'enregistrement. » Alors que les officiers lisaient leurs droits à Gregory et Otis, Otis cria désespérément.
Vous me devez toujours cet argent. Nous avions un accord. Le visage de Grégory se tordit de rage. Pas un seul centime, imbécile. Tu ne pouvais même pas suivre des instructions simples. Ils furent séparés et placés dans différentes voitures de patrouille. Linda se leva sur des jambes sans tremblantes, cherchant ses clés de voiture dans sa poche. « Je ne pense pas pouvoir conduire », admit-elle au détective Pram. « C'est compréhensible. » Il fit signe à un autre officier. « L'officier Martinez conduira votre véhicule jusqu'au poste. Vous pouvez venir avec moi. » Linda remit ses clés avec gratitude et monta dans la voiture du détective. Alors qu'il quittait le parc national des Everglades, elle fixa le désert qui avait caché le corps de sa fille pendant 12 longues années. La vérité émergeait enfin du marécage, sombre et terrible, mais au moins c'était la vérité. Le poste de police de Homestead était un tourbillon de chaos contrôlé quand ils arrivèrent. À travers les portes vitrées, Linda pouvait voir des officiers se déplaçant avec détermination, des téléphones sonnant, les sons mécaniques d'un système traitant une affaire majeure. Alors que le détective Pram l'escortait à l'intérieur, elle aperçut une silhouette familière assise sur la zone d'enregistrement. Ray Dalton, le chauffeur de confiance de Grégory, sa chaleur antérieure remplacée par une défaite aux yeux creux. « Nous l'avons arrêté il y a 20 minutes, » expliqua le détective Pram, suivant son regard. « Otis nous a donné suffisamment pendant le trajet de retour pour obtenir un mandat d'arrêt. » Linda observa Grégory et Otis être conduits à travers le processus d'enregistrement. Photographie, empreintes digitales, effets personnels catalogués et mis en sac. Grégory maintenait son allure impérieuse, même menottée, exigeant son avocat, menaçant de poursuites. Otis, en revanche, semblait s'être recroquevillé sur lui-même, la réalité de sa situation l'atteignant enfin. « Madame Caro par ici, s'il vous plaît. » Le détective Pram la guida vers une petite salle d'entretien. Les lumières fluorescentes étaient dures, après la lumière déclinante du jour à l'extérieur. Il lui offrit du café, qu'elle refusa, et de l'eau, qu'elle accepta avec gratitude. « D'abord, je tiens à vous dire combien je suis désolé. » Commença le détective, son visage buriné, montrant une sympathie sincère. « Aucun parent ne devrait traverser ce que vous avez enduré. 12 ans sans savoir, et maintenant ceci. » Les larmes vinrent alors, chaudes et soudaines. Linda les avait retenues pendant le chaos au parc, mais ici, dans cette pièce calme, face à une simple gentillesse humaine, sa façade s'effondra. « Au moins, maintenant je sais », parvint-elle à dire entre les sanglots. Toutes ces années, je me demandais si elle était quelque part, souffrant, piégée, ou si elle était vraiment partie volontairement, avait choisi le monde de Brandon plutôt que le mien. Au moins, maintenant, je sais qu'elle n'est pas en train de souffrir. Elle n'a pas été torturée ou retenue captive. Le détective Pram poussa une boîte de mouchoirs à travers la table. « Je comprends que vous vouliez savoir ce qui est arrivé à votre fille. Je dois d'abord prendre votre déclaration formelle, puis je partagerai ce qu'Otis nous a dit pendant le trajet de retour du site. » Linda hocha la tête, se reprenant. Elle commença par l'appel téléphonique du matin, la découverte de la voiture. Elle détailla la confrontation avec Grégory, la découverte des affaires de Brandon, la mystérieuse lingerie d'Otis. Sa voix s'enforça alors qu'elle décrivait comment elle avait suivi Ray et le jeune homme, surpris leur conversation, pisté Grégory jusqu'aux Everglades. Le détective Pram nota attentivement, demandant parfois des éclaircissements. Quand elle eut terminé, il posa son stylo et se pencha en arrière. Otis Donahue, c'est son nom complet, s'est montré très loquace une fois qu'il a réalisé que Grégory n'allait pas le protéger. Il a admis que Grégory l'avait engagé début 1945 pour poursuivre votre fille, pour rendre Brandon assez jaloux pour mettre fin à la relation. Pourquoi?
demanda Linda, bien qu'elle soupçonnât la réponse. Parce que Gregory désapprouvait leur union depuis le début. Ses mots, selon Otis, étaient qu'il ne voulait pas qu'une femme pauvre rejoigne la famille. Brandon était destiné à hériter de la majorité de Whitmore Industries. Gregory voulait qu'il épouse quelqu'un avec une éducation et une position sociale, qui pourrait être un atout pour l'entreprise. Pas, je cite, « quelqu'un qui n'a obtenu qu'un diplôme d'études secondaires ». Une nouvelle vague de colère traversa le chagrin de Linda. Ma fille valait 10 fois n'importe quelle femme de leur société. Elle était gentille, aimante, dévouée. J'en suis sûr, dit doucement le détective Pram. Et apparemment, Brandon le pensait aussi. Otis a dit qu'il avait essayé diverses approches. Se présenter là où Melissa travaillait, envoyer des cadeaux, créer des situations où Brandon les verrait ensemble. Mais leur relation était solide. Rien n'a fonctionné. Alors, ils se sont enfuis ensemble, dit Linda. Oui, et c'est là que le plan de Gregory est devenu plus sombre. Il a payé Otis et son père, Ray Dalton, pour suivre le couple durant leur lune de miel. Ils séjournaient dans un cottage de plage à Daytona Beach. Le plan était de tuer Melissa lors d'un cambriolage simulé pendant que Brandon était sorti, pour faire paraître cela aléatoire. Les mains de Linda se crispèrent sur ses genoux. Mais Brandon est revenu. L'expression du détective s'assombrit. Otis a admis autre chose. Son père, Ray, avait des intentions envers Melissa. Ce qui devait être un meurtre rapide est devenu quelque chose de pire. Ray l'a agressée après sa mort. La bile monta dans la gorge de Linda. Sa petite fille, violée même dans la mort. Oh mon Dieu! Brandon est revenu de sa promenade sur la plage plus tôt et les a trouvés. Il s'est battu avec eux, a essayé d'appeler à l'aide. Il n'avait pas l'intention de le tuer. Le fils de Gregory était censé survivre pour pleurer sa femme. Mais avec Brandon comme témoin, ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont tué aussi. Et Gregory a tout dissimulé. Il avait des ressources, des camions privés pour déplacer les corps et les preuves, un bateau pour jeter la voiture dans les Everglades, où il pensait que les courants la porteraient éventuellement jusqu'à la mer. Le cottage a été nettoyé professionnellement en quelques heures. Nouvelle literie correspondant à l'ancienne, toutes traces effacées. Quand le propriétaire a vérifié, après qu'ils n'aient pas quitté les lieux comme prévu, cela semblait qu'ils étaient simplement partis. Pas de caméra de sécurité en 1985, dit Linda, engourdie. Exactement. La police a enquêté, mais sans corps, sans preuve de crime. Avec la voiture disparue, l'hypothèse était qu'ils s'étaient enfuis ensemble. Ou peut-être avaient eu un accident, quelque part d'isolé. Gregory a parfaitement joué le rôle du père en deuil. Il a incinéré son propre fils et caché l'urne sous un autre nom, dit Linda. Quel genre de monstre! Le genre qui valorise le contrôle et la réputation au-dessus de tout, apparemment. Mais pourquoi les garder tous les deux s'ils avaient aussi tué son fils? Demanda Linda. Otis a dit qu'ils ont menacé d'aller à la police si Gregory se retournait contre eux. C'était tout ou rien. Soit ils restaient ensemble, soit ils tombaient tous ensemble. Un coup à la porte les a interrompis. Un officier se pencha à l'intérieur. « Détective, l'équipe est de retour de la maison commémorative avec la famille Whitmore. »« Merci. » Il se tourna vers Linda. Ils ont trouvé les restes de Brandon dans une urne enregistrée sous le nom d'Otis Donahue, cachée dans une section séparée de la zone principale de la famille Whitmore. Je dois interviewer Daniel et Eleanor maintenant. Cela vous dérangerait-il d'attendre? Il pourrait y avoir des mises à jour de la médecine légale, et je suis sûr que la famille voudra vous parler. Linda acquiesça. Elle fut conduite dans une petite salle d'attente, chaises en plastique, vieux magazines, un distributeur d'eau dans le coin.
Par la porte, elle aperçut Eleanor et Daniel dans la zone d'attente principale. La composure habituelle d'Eleanor s'était complètement brisée. Elle semblait vieillie de décennies en quelques heures seulement. Daniel la soutenait, son propre visage marqué par le choc et le chagrin. Il vit Linda et s'approcha. Eleanor tendit la main, saisissant celle de Linda. « Je suis tellement désolé pour tout ce que Gregory a fait, à Melissa, à Brandon, à vous. » « Cela nous est arrivé à tous, » dit Linda, serrant en retour. « Ce n'est pas votre faute. Vous êtes aussi des victimes. Si j'avais su, si j'avais eu la moindre idée. » La voix d'Eleanor se brisa. « Maman ne fait pas ça, » dit doucement Daniel. « Personne n'aurait pu imaginer papa capable de cela. » Le détective Pram apparut. « Monsieur Whitmore, j'ai besoin de vous parler en premier. » Daniel acquiesça, donnant une dernière pression sur l'épaule de sa mère. « Je vous tiendrai toutes les deux au courant après, » promit-il, suivant le détective. Un officier s'approcha. « Mesdames, je dois vous séparer dans différentes salles d'attente. Procédure standard pendant les entretiens en cours. » Eleanor fut conduite dans une direction, Linda dans une autre. Elle se retrouva dans une pièce plus petite, juste 4 chaises et une petite table avec des magazines périmés. Seule, véritablement seule, le poids de la journée s'abattit sur elle. Elle s'effondra dans une chaise, et les larmes coulèrent librement. 12 ans de questions, de faux espoirs, et d'impasses, d'amis et de la famille suggérant doucement de passer à l'autre et d'accepter la réalité. 12 ans à défendre sa fille contre les insinuations et accusations de Gregory Whitmore. 12 ans d'anniversaire solitaire, de Noël vide et de fête des mères, sans appel, sans carte ni signe. Mais aussi 12 ans de doute. La voix insidieuse qui murmurait peut-être que Melissa avait choisi la vie glamour de la maison de Brandon plutôt que leur vie modeste. Peut-être que sa fille avait eu honte de leur petite maison, de leur vieille voiture, de leur existence de salaire en nos salaires. Peut-être que l'amour n'avait pas été suffisant. Maintenant, elle connaissait la vérité. Melissa ne l'avait pas abandonnée. Sa fille avait été volée, assassinée pour le crime d'aimer au-dessus de sa condition, d'épouser quelqu'un d'une maison qui la jugeait indigne. Elle était morte à 24 ans, probablement terrifiée, probablement pleurant sa mère. Mais qu'en aimait elle? Elle avait été aimée. Brandon l'avait aimée, assez aimée pour défier son père, pour la choisir plutôt que la richesse et la position. Il l'avait aimée assez aimée pour combattre ses assassins, pour mourir en tentant de protéger son honneur, même dans la mort. C'était ça, le véritable amour, pas l'affection superficielle que Gregory voulait pour son fils. Un mariage de société construit contre des comptes bancaires et des fusions d'entreprises. Linda tira un mouchoir de la poche et essuya ses yeux. Le chagrin ne la quitterait jamais complètement, elle le savait. Mais qu'il y avait aussi un soulagement, un allègement du terrible poids de ne pas savoir. Elle pourrait enterrer sa fille correctement maintenant, pourrait visiter une tombe, apporter des conseils, lui parler pourrait enfin faire son véritablement deuil.